Donc, je commence aussi à regarder par rapport est-ce qu'il y a eu une comparaison entre votre algorithme de classification et ce qui se fait d'une manière standard dans un réseau de neurones pour classifier. Par exemple, on prend des images et on essaie de les classifier. En fait, si on prend par exemple... Là, Amine, c'est une question que j'ai proposée à Souad. Oui. Professeur Souad. D'accord. Est-ce que vous êtes toujours là? Je pense, voilà. Donc, dans le contexte des graphes, déjà, il y a quelques applications pour les graphes parce qu'il y a une représentation, ou après, qu'est-ce qu'on en fait, les graphes? Alors, en général, par exemple, si on prend un exemple concret de la reconnaissance d'une image, alors si on applique une méthode de classification normale, bien un réseau neuronal normal, donc ce qui se peut arriver, on peut prêter à confusion. Par exemple, des images on peut arriver à faire des erreurs. Donc, l'avantage du graphe, c'est qu'il nous permet de prendre en considération le contexte. Ça veut dire qu'il prend en considération les invariants. Ça veut dire même que l'image se change de position, il reste toujours la même identité. Il arrive à reconnaître la structure. Donc, il prend en considération tous les éléments, les dépendances entre les éléments de l'image. Ce sont les pixels, par exemple. Donc, normalement, pour les graphes, en général, on les utilise pour la classification aussi. Donc, on peut les utiliser pour la classification, mais soit on classifie, et donc on a un graphe, par exemple, quand on dit graphe, c'est réseau, en gros, d'accord? C'est un peu une expression mathématique pour exprimer un réseau, c'est-à-dire des points avec des liens, des connexions, qui peuvent être orientés ou non orientés, c'est-à-dire on peut avoir des flèches, d'accord? Les liaisons entre les nœuds, par exemple, les liaisons entre, par exemple, si je prends Facebook et je prends le réseau des gens, des gens, des personnes, des gens qui ont des comptes sur Facebook, donc je peux mettre un lien entre des gens qui sont amis, entre deux personnes qui sont amies. D'accord? C'est un lien symétrique. Donc, on parle ici d'un graphe qui n'est pas orienté. Parce que l'amitié, ça se fait dans les deux sens en même temps. Et quand je prends les personnes, ils ont des features, ils ont des attributs. Chaque personne a des attributs, le nom, le prénom, l'âge, etc. Mais nous avons une autre information, c'est qu'il est lié à quelqu'un d'autre. Donc, les graphes, c'est plus que les réseaux standards, ils ajoutent une autre connaissance sur les données. C'est un peu ça l'intérêt. Et les problématiques qui se posent, en général, c'est, par exemple, classifier, est-ce que je peux classifier par exemple, si je prends des gens, d'accord, est-ce que je peux, par exemple, prévoir ou prédire un lien entre deux personnes? Est-ce qu'on peut prédire un lien? Si je n'ai pas d'informations sur un lien, est-ce que je peux le prédire? Ou alors, parfois, on peut comparer des graphes. Quand je prends plusieurs graphes et je les compare. Et parfois, je peux aussi classifier les individus. Comment classifier donc les messages spam et messages valides. Donc, on peut faire tout ça avec les graphes. Donc, en gros, ce sont les trois. Mais il y a aussi le clustering, ce qu'a présenté le professeur Souad Delouiche. Donc, il y a aussi des situations où l'on souhaite, nous avons des entités, des objets qui sont liés et nous souhaitons les faire donc, du clustering. Mais en gros, dans un graphe, ce que vous avez présenté à Amine, vous avez dit que vous allez faire propager, d'accord, entre les nœuds qui sont voisins, vous propagez l'information parce que vous faites une combinaison et vous actualisez le nœud qui est d'accord, le nœud I, par exemple. Donc, vous prenez tout ce qui est lié à I et vous faites une mise à jour.
Cela correspond à un lissage. Un lissage, c'est-à-dire que vous prenez les informations qui sont autour et vous allez les injecter dans le nœud, le nœud qui est connecté à chaque fois. Donc, vous allez opérer un lissage, vous allez diminuer en quelque sorte les différences. Parce que dans votre démarche, vous vous dites que les nœuds qui sont connectés doivent partager, et Madame Derwish a parlé de ça, donc c'est une classification par liaison, parce qu'il y a une liaison. Quand je prends un graphe, il y a une liaison entre un certain nombre de nœuds, donc je considère qu'ils sont liés parce qu'ils ont quelque chose en commun, ils se ressemblent. Donc vous forcez dans leur représentation, dans leur embedding dans un espace RT, vous renforcez ce lien. Vous faites en sorte que ce lien soit distribué, dans le vecteur qui représente ces différents nœuds. D'accord, j'attends toujours c'est, donc, M. Belraoui dit, c'est de même pour la topologie présentée l'autre fois. Normalement, il y a on parle parfois de graphes, GNN, donc de Graph Neural Networks, mais on parle aussi de Topological Data Analysis. Donc, la dernière fois, on avait introduit donc, Rachid avait présenté les TDA, mais on parle d'une manière générale de géométrie, d'accord, géométrique neural, ou d'accord, les réseaux géométriques ou géométrique, apprentissage géométrique, learning, pour un peu unifier les deux. Donc, il y a beaucoup de choses en commun entre la topologie, mais ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de liaisons, mais ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui travaillent beaucoup sur les GNN, donc les Graph Neural Networks, mais qui ne touchent pas aux topologies. Mais il y a aussi des gens qui utilisent beaucoup la topologie, la TDA, mais qui ne touchent pas forcément à il y a des différences, il y a des liaisons, mais il y a des différences. D'ailleurs, ils n'ont pas apparu au même moment. Donc, les TDA, c'est depuis quelques années. Par contre, les Graph Neural Networks, ils sont beaucoup transformés, ils se sont beaucoup développés il y a 3 ans. À partir de 2017, ils sont devenus très à la mode. Et aujourd'hui, c'est le champ le plus convoité, le plus actif dans la recherche en réseau de neurones et en deep learning. Donc, je n'ai pas saisi l'idée qu'on n'aura pas besoin de présenter tous les nœuds dans le réseau de neurones. Tu réponds. En fait, parce que j'ai dit, c'est pas la peine de représenter tous les nœuds, c'est parce qu'il y a une certaine redondance. Par exemple, ici, dans la structure du nœud B et la structure du nœud C, on va par exemple constater ici, il y a une certaine redondance. Ça veut dire H1A1, HA1, c'est la même ici dans la structure P et aussi dans la structure C. Et lorsqu'on a fait ces trois, par exemple, structures des architectures de nœuds, on va constater on a presque visité tous les nœuds parce qu'il y a ici H1F, H1E, B, A, C et D. Ça veut dire dans un certain moment, si on avance beaucoup plus profondément dans la structure de graphe, on va arriver à faire certaines redondances. C'est pour cette raison que c'est possible de le faire juste sur quelques nœuds, et puis ensuite de déduire les autres. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de le refaire plusieurs fois. Je ne sais pas si ça répond à cette question. Donc, oui. OK, vous posez la question. Monsieur Jawad, oui. Alors, juste une question à propos, c'est-à-dire la même chose, concernant, c'est-à-dire la même question, sur quoi vous êtes basé pour choisir les premiers nœuds à traiter? Alors, vous avez le graphe d'input qui contient les six nœuds, mais vous avez commencé par analyser ou traiter les nœuds A, B et C.
Donc, normalement, c'est juste un C'est un exemple. choix Oui, arbitraire ou bien est-ce que c'est un choix arbitraire? oui, c'est un choix arbitraire parce que ici, c'est ça la particularité. C'est juste, on a donné un exemple pour le nœud A pour D'accord. étudier les voisins, les nœuds voisins, puis étudier les voisins des voisins. Donc, on peut D'accord. faire exactement la même chose pour les autres nœuds. Donc, c'est juste D'accord. un exemple. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on prend tous les nœuds, et on prend pour chaque nœud et on fait le calcul parallèle parce qu'on n'a pas besoin d'opérations pour les autres nœuds. Donc, on prend tous les nœuds et Oui. en parallèle, on les actualise. On met à jour un peu le vecteur qui le représente dans l'espace de représentation. Donc, tous les nœuds, pas seulement D'accord. A, B, C. Non, on va prendre A, B, D'accord. C, D, E, F, etc. Dans un premier D'accord. temps, Tous les nœuds en même temps. oui, on prend tous les nœuds D'accord. en parallèle, donc en même temps. Et pour chaque nœud, on va prendre les deux nœuds voisins. Pas les deux nœuds, les nœuds voisins, les premiers de distance 1. Donc D'accord. d'accord. Et la deuxième fois, on va répéter la même chose. D'accord. La deuxième fois, on va répéter la même chose. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est comme si on prend les nœuds de distance 2, puisque les nœuds de distance 1 ont été déjà mis à jour par les nœuds aussi de distance 1. Par exemple, ici, C et F, il est de distance 2 par rapport à A. La première itération, F va un peu impacter C et C va impacter A. Donc, quand on refait la même chose, donc C va impacter A, mais C n'est plus le C de départ. C'est un C qui a été impacté par F. Oui, d'accord. Oui. Donc, c'est une propagation. C'est comme une épidémie. D'accord, ça ressemble beaucoup à… C'est une diffusion de l'information entre les nœuds. Et chaque itération, on prend tous les nœuds. Très bien. D'accord. Bien sûr, on peut parfois, mais c'est autre chose, un autre aspect. Comme dans le réseau de neurones, on peut d'une manière aléatoire ne pas mettre à jour certains nœuds pour éviter l'overfitting. Mais en principe, on prend tous les nœuds. Et puis, une dernière question pour Amine. Merci à vous, professeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, quelle est la mise à jour? Donc, c'est une… Quand je prends par exemple A, je prends D, C et B. Quel est le choix? Quelles sont les formules? Si tu peux les montrer. Oui. Comment se fait la mise à jour? Voilà. Donc, normalement, on va initier les représentations par les hypothèses de tous les nœuds. D'accord. Donc, le premier niveau. Et le deuxième, ça veut dire la première représentation. Le premier niveau, pour que tout le monde peut suivre. Pour le premier niveau, nous avons, ça veut dire quoi initialiser? Ça veut dire que nous, à partir des attributs de chaque nœud, on va créer une représentation, donc un vecteur qui appartient à RD. C'est ça, qui est en général de dimension inférieure à tous les nœuds. Donc, au début, qu'est-ce qu'on a? On a des nœuds, par exemple, n nœuds avec n énorme. D'accord. Donc, le premier problème qui se pose, c'est comment représenter chaque nœud. Ça sort un petit peu de ce qu'a présenté Amine. Mais on peut se dire que chaque nœud, on va le représenter soit par du one-hot encoding, donc 1, 0, 0, 0, et puis le deuxième, c'est 0, 1, 0, 0, 0, etc. Ou alors, on fait du word to vec. Donc, il y a des techniques pour représenter chaque nœud, pour qu'il soit différent de… d'accord, il y a des… parce que les attributs, parfois, c'est… ou alors, si les attributs sont des labels, par exemple, rouge, vert, etc., on peut aussi mettre un 0. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas seulement l'attribut qu'on met dans le H0. Mais ça sort, comme j'ai dit. Donc, supposons qu'on a une représentation des vecteurs, de chaque nœud par un vecteur qui appartient à RD. On suppose qu'on a ça. Comme j'ai dit, si on ne l'a pas, on commence par une autre étape qui est donc d'initialisation. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Tu continues, Amine. Nous avons le H, indice nu, K, c'est ça? Amine.
Oui, 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 c'est ça. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a? H1 is nu de K. Qu'est-ce que ça fait? C'est égal à sigma. Oui. C'est en fait la moyenne pondérée de tous les outputs de la couche précédente. C'est-à-dire Donc, c'est le K, ça représente quoi, le K qui est ici? le niveau. Le niveau, par exemple, le niveau Donc, 1 ce ou le sont les niveau 2. itérations. Exactement. Pour que les gens un peu suivent, nous allons prendre au début K égale à 0. Voilà, et nous avons H0. Donc, c'est une initialisation. On n'en parle pas beaucoup, donc on verra après. Mais après, on va donc là, nous avons H0 nu. Nous avons, pour chaque nœud, nous avons un vecteur de RD. C'est comme si on a initialisé donc les poids. Après, qu'est-ce qu'on fait? Pour K égale à 1, 2, donc nous allons opérer des itérations. Donc, nous allons construire le H1 nu. Donc, c'est quoi? C'est la représentation d'une nu à la première itération. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à sigma, donc une fonction d'activation, relue ou autre. De quoi? Donc, des poids, donc les paramètres du modèle. Les premiers paramètres, c'est WK, multiplié par sigma de. Donc, je fais juste la somme. Donc, c'est très simple. Ce qui est surprenant, c'est que les graphes, ce qu'on fait dans les graphes, c'est très simple. Bien sûr, il faut juste s'y habituer pour. Donc, c'est une somme. On fait une somme. Bien sûr, on divise par le nombre de nœuds, de voisinage de nœuds. Donc, n nu, c'est le nombre de nœuds, donc voisins de nu. D'accord. Donc, tous les U. Donc, on prend les vecteurs qui représentent à K-1 parce qu'on veut calculer à l'instant K, donc on prend le précédent. Et puis, on lui ajoute aussi le HK-1 de nu lui-même. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est comme. Bien sûr, il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi la somme ici? Pourquoi la somme, Amine? Oui. Pourquoi? C'est tout simplement là. C'est une obligation. Donc, je donne la réponse. C'est nécessaire. Pas forcément la somme, mais une agrégation symétrique qui ne tient pas compte de l'ordre des nœuds. Pourquoi? Parce que dans un graphe, il n'y a pas un ordre naturel. Donc, la fonction que je dois mettre ici c'est sigma, mais je peux prendre. D'ailleurs, c'est sigma divisé par nœud, donc c'est une moyenne. Mais je peux prendre une autre fonction à condition qu'il ne dépend pas de l'ordre des nœuds. Et il y a des articles où on a démontré qu'on a un nombre limité d'agrégation possible, de fonctions d'agrégation. Donc, et les gens utilisent sigma, ça ne pose pas de problème. On peut utiliser autre chose, mais on ne gagne rien, en gros. Voilà, donc, bien sûr, après, c'est venu, c'est la sortie. Ouais. Pardon, professeur Jawed, est-ce que vous avez fait des comparaisons avec cette technique avec d'autres techniques, la théorie de graphes? La théorie des graphes, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire, elle fait autre chose que font les autres algorithmes de deep learning standard. D'accord. C'est-à-dire, il va exploiter des liaisons. Bien sûr, avant, on utilisait aussi les graphes. On utilisait les graphes statistiques, donc il y avait d'autres opérations, en particulier spectrales. D'accord. Bon, pour la technique, pour les techniques de la morphologie mathématique, aussi sont basées sur, c'est-à-dire sur l'étude de la connexité c'est-à-dire entre les observations, bien entre les objets, c'est-à-dire on cherche toujours ces liens entre les objets. Oui, ici on exploite les liens. Les liens sont donnés. Oui. Ah oui, d'accord. Ce qu'on fait, c'est comme si on avait, donc entre parenthèses, ce qu'on a apporté ici de nouveau, c'est que on a utilisé un peu la logique du deep learning, donc à des poids extrêmement à jour. Avant, on exploitait ça, mais on faisait des statistiques. C'est comme le Word, le Ngram, et aujourd'hui, on est passé à Word 2vec. Donc, depuis 2017, on s'intéresse, et puis ça se développe, on utilise beaucoup plus de l'esprit du deep learning et des couches au lieu de faire des calculs statistiques.
de compter le nombre de D'accord. liens, etc. C'est ça la révolution. Et D'accord, les ouais. gens, nous, on n'a pas encore travaillé sur ça, on n'a pas fait expérimenter, mais il y a, par exemple, pour la voiture autonome, une voiture qui roule va identifier des gens, d'accord? Mhm. Mais il va identifier aussi, et bien sûr, des gens et des objets, etc., les autres voitures, mais il va les identifier aussi les uns par rapport aux autres. Mhm. L'existence de ça avec ça, d'un gamin, par exemple, avec sa mère, ça veut Oui. dire qu'il est gardé par la mère. Quand il est seul, c'est autre chose. Donc, on s'intéresse aux liaisons. Donc, c'est un enrichissement. Donc, c'est Ah oui, toujours du d'accord. traitement de l'information, mais enrichi Oui, par les graphes. Donc, les d'accord. graphes, c'est un plus. On parle d'ailleurs du knowledge Mm. graph. Ça veut dire que les graphes nous apportent une Porte information une information. supplémentaire. Oui, Voilà, supplémentaire. d'accord. C'est ça qui fait un petit peu. Mm. Aujourd'hui, on Mm, dit que c'est c'est un petit peu une important. nouvelle révolution dans le deep learning. Mm. Donc, ce n'est pas comme avant. Donc, c'est pas, par exemple, identifier des photos. Voilà, il y a un cas intéressant. Avant, pour identifier, par exemple, un enfant, et il fallait faire un apprentissage et puis prendre l'image de l'enfant, la comparer à Oui. l'image, Mhm. et dire que c'est un enfant à une certaine probabilité. Ici, c'est un enfant parce qu'il est dans d'accord, il est à côté d'une autre personne avec une taille petite ou parce qu'il est tenu Mhm. par la Mhm. main, etc. Donc, on Mm. exploite d'autres Donc, on exploite, informations oui, voilà. D'autres informations pour pour bien caractériser l'individu ou bien l'objet. voilà. Voilà. J'avais parlé de voiture autonome. La voiture doit ralentir parce qu'il y a un enfant, mais qui est seul et qui est à Mhm. côté d'autre chose et qui, d'accord, donc on D'accord. exploite. Et beaucoup d'algorithmes, on dit enhanced. Par exemple, le NLP, on dit c'est un peu augmenté. Les Mm. liaisons vont augmenter la capacité des algorithmes. Par exemple, avec le NLP, si D'accord. je fais du RNN ou bien du LSTM pour traduire une phrase, aujourd'hui, on peut ajouter une liaison, un graphe entre les mots d'un corpus. Mhm. Ajouter un graphe, dire par exemple, en plus des liaisons qu'on a. Donc, un graphe, c'est par exemple que le déterminant vient avant Pour la ça, sémantique, lié, pour la etc. De la sémantique, sémantique, justement. la Voilà. sémantique, oui. Donc, on va revenir. Donc, c'est ça un peu le point fort, c'est Mm. qu'on va pouvoir enrichir les données dont on dispose aujourd'hui par des connaissances Mm. pré-acquises ou D'accord. de C'est la sémantique important, en oui. Oui, particulier. oui, oui. Et mathématiquement, ce qui se Mm. fait n'est pas compliqué. C'est pas Mm. compliqué, non. C'est des opérations simples. Mm. Euh, voilà, donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Mm. Et c'est un domaine Mm. très actif. Dans les dernières D'accord. conférences autour du machine D'accord. learning et de l'intelligence artificielle, Oui. ils monopolisaient pratiquement les 60% donc en 2020, je pense, D'accord. 60% ou plus des communications étaient autour des graph neural networks. Mais on transposait tout ce qu'on faisait avant, avec, par exemple, Node2Vec ou Code2Vec. Mm. Et puis, dans le deep reasoning, puisqu'on veut passer à des machines qui raisonnent un petit peu, Oui. parce que le raisonnement, c'est ça, c'est combiner des liaisons. Dire que ça signifie Exactement, oui. ça, Oui. etc. C'est un petit peu Mm. comme… Oui. Donc, les graphes sont utilisés beaucoup dans le développement du raisonnement artificiel. Très bien. Oui. Donc, les informations Mm. supplémentaires ajoutées par les graphes sont-elles évidentes? Est-ce qu'on arrive à distinguer les informations intéressantes ou juste toutes les relations? Donc, bien sûr, les informations ne sont pas forcément évidentes, mais on peut apporter l'expertise. Donc, professeur Souad a parlé de la sémantique. Donc, on peut ajouter une couche de sémantique pour ne pas utiliser seulement ce qui est dans les proximités qui sont dans les corpus. Les régularités qui se trouvent dans le corpus, on ajoute une couche
de sémantique. Donc, ce n'est pas forcément évident, mais ça peut être évident. Ça peut être évident. Les liaisons, par exemple, Facebook, les liaisons entre les gens. Oui. D'accord. Ou alors, les liaisons de travail. En Allemagne, on a utilisé les GNN pour Covid-19. En Allemagne, je pense en Pologne et en Hollande, parce que c'est en Hollande que ça se développe beaucoup les GNN, à côté aussi aux États-Unis, mais en Hollande, les gens ont fait beaucoup de choses dessus. Et là, on a, au lieu de suivre une personne, d'accord, pour suivre la propagation en suivant les personnes et en utilisant les cires, etc., on a préféré prendre les ménages et les activités professionnelles et créer les liens entre les gens. Cette personne travaille dans cette usine, elle rencontre cette personne, il vit avec cette personne, et là, ses enfants qui vont aller à telle école, etc. Oui, oui. Donc, c'est une couche supplémentaire. On ajoute cette couche de liens sociaux à la couche de est-ce qu'il est infecté, est-ce qu'il n'est pas infecté, etc. Et on a beaucoup plus d'informations parce qu'une personne dans une famille, quand elle est infectée, on peut supposer que la famille est aussi infectée. Donc, c'était très intéressant et il y a eu beaucoup de publications là-dessus. Donc là, c'est évident, c'est les liens. Donc, une autre question. Pour poser la question autrement, je voulais savoir, puisque les GNN vont se baser sur des informations supplémentaires, les réseaux sociaux, comment peut-on distinguer les relations intéressantes, influençantes? Donc, ils sont déterminés, comme j'ai dit. Donc, on détermine, et bien sûr, on pondère les liens. Monsieur Amin n'a pas présenté, bien sûr, c'est juste une petite introduction au GNN. Il reste énormément de choses. Les attributs qui sont définis sur liaison elle-même. Et puis, bien sûr, on peut avoir un réseau où il y a hybride, donc un réseau complexe. Il n'y a pas seulement les mêmes personnes, ou même les H nus peuvent avoir des dimensions différentes, parce qu'on peut avoir des hommes, des personnes, et puis avoir des machines, ou avoir des… D'accord, on peut avoir… Donc, d'accord. Mais là, c'est juste une première présentation. Les CN, et puis, ça ressemble beaucoup à CNN, ce qu'a présenté. D'ailleurs, on parle souvent de Convolutional Graph Networks, CGN. Oh, d'accord. Si vous avez vu un peu ce que Amin a présenté, on prend un nœud et on prend les nœuds voisins. C'est comme dans une image, on prend un pixel et on prend les pixels autour. Et on prend les mêmes poids. Là aussi, nous avons les mêmes poids avec Amin, il a présenté. Donc, c'est comme les poids, ils sont partagés. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, le W ne dépend pas du nœud. Pour tous les nœuds, on utilise le même poids. Mais il change d'une couche à l'autre, d'une itération à l'autre. Nous avons WK. Donc, j'avais pour le lissage, il s'agit d'un lissage aussi. Bien sûr, il s'agit d'un lissage. Pour le lissage dans les nœuds, est-ce qu'on peut passer vers des couches suivantes pour avoir plus d'informations ou bien non, ce qu'on fait dans les GNN, on fait des itérations. Et puis, combien de fois? Parce que les cas, ce sont des couches. Ce sont des couches. Ça ressemble aux couches cachées dans un réseau de neurones standard. Donc, dans le lissage, on utilise plusieurs couches et on s'arrête c'est un hyperparamètre, comme le cas pour la classification générale. Donc, on s'arrête à un certain moment. Mais on peut s'arrêter si on trouve que les poids n'évoluent pas. D'accord, c'est possible. Mais on ne le fait pas parce que donc on n'a pas besoin d'aller… Parce qu'il y a un coût aussi, un coût de calcul. Donc, il faut qui représente une contrainte. Je n'ai pas compris, Anna, vous parlez bien sur… la notion de contexte, il est défini ici par le voisinage, justement. Madame professeure Delouiche a parlé de
la similarité, parfois, on la définit par les liaisons. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On dit que la représentation, regardez, au départ, nous avons des X nœuds, nous avons des nœuds. Sans les liaisons, on peut faire un apprentissage des nœuds pour identifier, pour les classifier, etc. Mais ici, on veut exploiter le fait qu'on a des relations. Et on dit que la représentation des nœuds par des H, donc par des représentations H nues, on va l'enrichir par les liaisons. Donc, on va faire en sorte que les nœuds en liaison aient une représentation voisine, donc un produit scalaire ou quelque chose comme ça, qui soit positif et suffisamment grand. D'accord. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses, donc je ne vais pas... On verra peut-être. D'accord. À Stanford, il y a, je pense, je ne sais pas combien de vidéos autour des réseaux, des graphes, des GNN. D'accord. Donc, on va y aller doucement. À chaque fois, on présente quelque chose. Mais c'est un domaine très, très intéressant. Il y a une question. J'avais une question moi-même pour professeur Driouche. Oui. Donc, dans les formules que vous avez présentées, nous avons en bas souvent un produit, d'accord, pour normaliser. Oui. Est-ce que c'est valable lorsque nous avons beaucoup de données ou est-ce qu'il y a des astuces pour ne pas avoir à calculer un peu la norme donc, je ne sais pas si vous pouvez afficher. Pardon, oui. Oui, si vous... Donc Amine, voilà, Amine. D'accord. Ok, il y a une autre question, on a les messages. Les Camils et les SVM, quelle différence majeure pour la classification des images? Si on prend les images, bien sûr, il y a les Camils, mais il y a aussi les SVM. Est-ce qu'il y a des différences? Donc, dans l'un des dernières, voilà, là où nous divisons, il y a une sorte de normalisation, je pense. On va essayer de revoir pour comprendre tous les détails après. Oui, bien sûr, oui. Donc, il se peut qu'on ait des questions pour la prochaine fois, d'accord? Des questions. Inch'Allah, oui, bien sûr. Le temps d'assimiler ce que vous avez présenté. D'accord. Alors, c'est au niveau des fonctions d'activation, c'est ça? Vers la fin. Vers la fin. Vers la fin? Vers la fin. Alors, la dernière, c'est-à-dire... Canaux des formules. Oui. Pour mettre à jour les points. Voilà, oui. Si. Là, après là, voilà, le cas pour l'ACG, je pense. Voilà. Là où il y a en bas qui a produit une somme. Voilà. Justement. Alors, pour cet algorithme, nous n'avons pas encore testé, mais d'après donc les formules, on a compris qu'il s'agit, c'est-à-dire d'actualiser tous les vecteurs poids en même temps. Oui. Mais selon c'est-à-dire un ordre. Donc, le premier gagnant, avec un bêta G qui est égal, donc cette formule. Donc, avec les autres, c'est-à-dire on va choisir un autre bêta. D'accord. Là, le choix. Oui. C'est surtout le dénominateur. Donc, oui, cette sommation. Divisé par la somme, c'est-à-dire des distances. D'accord. Les distances de tous les X. De tous les X. Donc, quand on a une somme de tous les X, ça veut dire que c'est beaucoup de calculs si on a beaucoup de données. C'est pour cela, c'est-à-dire l'inconvénient, c'est-à-dire de cette approche, ce sont les coefficients d'apprentissage. Ah, d'accord. Parce que moi qui exige... Ils ne sont pas déterminés par des relations simples. D'accord. Je n'ai pas compris une chose. La fin, le cas, on va l'obtenir. C'est ça, le fait d'éloigner pénaliser, c'est-à-dire pénaliser le surnombre. Et le cas, comment on l'obtient? Le nombre de classes? C'est pas une valeur, mais à chaque fois, c'est-à-dire à chaque itération, on va actualiser le neurone gagnant. Oui.
avec, bon, utilisant la méthode de descente de gradient avec Oui, oui. la fonction d'activation alpha t. Mais pour le deuxième neurone gagnant, on va le repousser vers une autre classe. Oui, D'accord? les classes, oui. Nous avons seulement les classes, c'est-à-dire c'est-à-dire le nombre K, il est réparti en un nombre exact de classes présentes. D'accord. Donc, le surnombre, ça va être tout proche des vecteurs, c'est-à-dire des réels centres de classe. D'accord. À un moment donné, on va faire un test pour voir si on a les suffisamment. Donc, on va décider. On va dire, voilà, le fait que les classes sont suffisamment éloignées, on va considérer que c'est ça nos classes. Si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça. Donc, parce que, c'est-à-dire, une fois, c'est-à-dire, j'actualise le neurone gagnant, le neurone, c'est-à-dire, rival, c'est-à-dire, le deuxième neurone gagnant, il est repoussé, mais il est repoussé vers une autre classe. Mais combien de classes j'aurai à la fin? À la fin, nous avons c'est-à-dire, les vraies classes, c'est-à-dire, de l'échantillon. C'est-à-dire, si, par exemple, j'ai initialisé K à 10, d'accord. À la fin, j'aurai K vecteurs poids. Mais ces vecteurs poids, ils sont répartis en, par exemple, 3 classes seulement. Ah, c'est ça, c'est ce que… Il est tout proche des centres des classes. Ah, d'accord. Vous voyez, donc c'est comme si on fait, c'est-à-dire un voisinage ou bien c'est-à-dire vers la fin, on fait un voisinage, c'est ça? C'est ce que, donc, pour déterminer les classes qu'on a obtenues à la fin. Une convergence vers les classes. Exactement, oui. C'est ça, donc le cas va évoluer. Oui. Ok, oui, c'est ça. Alors pour l'autre, voilà. Pour l'autre dead unit, c'est-à-dire il y a des neurones, c'est-à-dire qui ne gagnent pas, c'est-à-dire la compétition, donc ils restent à leur position. Oui. Alors, comment leur donner de chance, c'est-à-dire pour participer à la compétition? C'est-à-dire en intégrant ce coefficient, c'est-à-dire ce terme de conscience. D'accord. D'accord? Alors, dans la distance, au lieu de calculer seulement la distance qui sépare l'observation, on va multiplier avec ce terme de conscience. Pour, c'est-à-dire pénaliser l'autre ou bien pour défavoriser, c'est-à-dire l'autre vecteur gagnant. D'accord. Le rho K, donc la fonction, c'est ça, c'est rho G de T égale à rho GT moins 1 plus 1. Oui, exactement. C'est-à-dire à l'itération T, donc j'incrémente celui qui a gagné. C'est ça. Je vais, c'est-à-dire incrémenter son terme de conscience et l'autre, je vais, c'est-à-dire le garder. Voilà. D'accord. Et au début, il est égal à 0, c'est ça, le rho. Oui, au début, c'est 0. Non, ce n'est pas 0. C'est initialisé à 1. Ah, initialisé à 1. À 1, oui. D'accord. Parce que la multiplication, ça va. Oui, ça va sinon, être sinon ça ne va pas être mis à jour. Oui, bien sûr. Exactement. D'accord. On continue ainsi. On est toujours plus 1 plus 1 ou là, à un moment donné, on continue jusqu'à la fin. Parce que pour la convergence, c'est-à-dire la convergence de l'algorithme, déjà, c'est-à-dire il faut bien choisir le temps, c'est-à-dire les paramètres de la fonction d'apprentissage. Les alpha et le taux, c'est-à-dire le taux de recherche et de convergence. Oui, d'accord. D'accord. Donc, on joue sur ces paramètres pour arriver à la convergence. Certains algorithmes, on utilise ce qu'on appelle du negative sampling au lieu de si je considère que si je prends d'une manière aléatoire un point du nuage, il est peu probable qu'il soit dans le pas dans le contexte du capitalisme, mais dans d'autres situations. Dans d'autres algorithmes, oui, d'autres approches. Par exemple, dans le NLP ou bien dans le Big Data, on dit si je prends au hasard un point, il est très probable qu'il soit dans une autre classe par rapport à la classe actuelle. Si je le prends au hasard, c'est-à-dire que le fait que deux points choisis aléatoirement soient dans la même classe est quasiment nul. La probabilité que… Et donc, j'agis comme ça. Donc, pour faire des comparaisons, je prends un point au hasard
Donc, je prends par exemple les 4 points et pour la normalisation, je ne sais pas si ça s'applique ici. Oui. Au lieu de prendre tous les points, on prend juste 3 ou 4 points au hasard et on compare par rapport à un nœud. C'est-à-dire, au lieu de présenter toutes les observations de l'échantillon, on présente seulement aléatoirement un certain nombre, en supposant que du fait que je les ai prises aléatoirement, ils ne vont pas être dans la même classe. Donc, je suppose que ce sont des exemples négatifs. D'accord. Donc, je vais dans l'autre sens par rapport. Donc, je détermine le sens par rapport à ces points pris aléatoirement. C'est comme dans une langue. Si je prends une phrase, d'accord, et je veux faire le clustering aussi de classification des mots, selon est-ce qu'ils se trouvent dans la même séquence ou jamais. Par exemple, je prends par exemple le Maroc et je prends par exemple autre chose, un mot, ou même une séquence de ou Marrakech et je prends Tour Eiffel. D'accord. Il est peu probable, donc si je prends un mot et puis je prends un mot quelconque en français, il est peu probable qu'ils se trouvent tous les deux dans une phrase. Il est peu probable. La chance de prendre 2 mots. C'est comme si je prends 5 mots au hasard d'un corpus et je les mets ensemble et je trouve une phrase correcte. C'est pratiquement impossible. C'est impossible, oui. C'est impossible. Donc, voilà. Donc, pour comparer une phrase correcte, pour faire par exemple une classification, un apprentissage, donc il suffit de prendre une phrase correcte et de prendre des mots sélectionnés aléatoirement dans un corpus. Aléatoirement. Je sais que ça ne va pas être dans la même famille. Ça va pas être dans la même classe. Donc, le négatif simple, d'une manière générale, c'est ça. Quand on veut réduire le nombre de… Voilà. Et même le temps d'exécution. Oui, en définitive, c'est pour le temps d'exécution. C'est pour le temps d'exécution, d'accord. Donc, ça peut être intéressant. Bien sûr, il faut que je comprenne exactement ça. Donc, oui, on peut essayer ça c'est important. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est-à-dire avec les algorithmes, nous avons déjà, c'est-à-dire le principe, mais il faut bien analyser les résultats pour… Exactement. Et dans le graphe, on le fait. Dans les graphes, Amine, bien sûr, comme j'ai dit, c'est quand on a un nuage de points, un graphe, donc nous avons des points, des nœuds et des liaisons. En général, si je prends au hasard 2 nœuds, ils ne seront pas liés. La probabilité que 2 nœuds pris au hasard dans un graphe, la probabilité qu'il y ait une liaison, surtout une liaison directe, est pratiquement nulle. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que les gens exploitent. Ça s'appelle le negative sampling. Donc, au lieu de dire je dois faire l'apprentissage, donc on doit me donner les nœuds qui sont en liaison et les nœuds qui ne sont pas en liaison, si je prends au hasard un nœud, il n'est pas en liaison par défaut. C'est-à-dire très, très probablement. Et même s'il est en liaison, ce n'est pas grave puisque je vais refaire l'apprentissage plusieurs fois et donc l'effet d'un cas qui ne marche pas va être atténué par… Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci encore une fois, professeur, pour la présentation qui était très pédagogique. Donc, je pense que tout le monde a trouvé beaucoup de plaisir à suivre ce que vous avez fait. Donc, c'est bon? Je pense qu'il n'y a plus de questions. Oui. Oui, bravo. Oui, les Camins et les SVM. Est-ce qu'il y a eu une comparaison pour la classification, par exemple, des images? Est-ce qu'il y a eu une comparaison? J'avais un problème de connexion. Camins et SVM. Est-ce qu'il y a eu une comparaison pour voir les résultats? Entre Camins et SVM. Donc, nous avons travaillé sur plusieurs, c'est-à-dire algorithmes Camins, les nuées dynamiques,
Bon, mais les SVM, non. D'accord, d'accord. Alors, Donc, pour comparer, donc, ça sera l'occasion entre nous oui, ici oui, bien que sûr, oui. quelqu'un, sachant que les camines, c'est un clustering, donc on donne le cas. D'accord. Les SVM, c'est pour classifier en général deux classes, donc, ou plus, mais d'accord. Je vois un petit peu, je cherche ce qui peut. Mhm. Mais ce qui est quand même, ce qui est un peu, ce que les gens ont trouvé, c'est que même les SVM aujourd'hui sont dépassés par les réseaux de neurones. Donc, Oui. ce n'est plus, et non plus un peu l'avantage qu'ils avaient avant. Vous avez avant, oui, d'accord. Bien sûr. Donc, Alors, ici, une question. Donc, est-ce qu'on peut appliquer les camis pour chercher les gains d'un régulateur? Donc, pour les applications de camis, ils sont, c'est-à-dire très, très vastes. L'essentiel, c'est-à-dire, il faut comprendre, c'est-à-dire le principe et essayer d'adapter les données, c'est-à-dire à l'algorithme. Donc, par exemple, ici, donc, comment on va caractériser ici donc, on parle de gain d'un régulateur. Alors, quels sont les paramètres qui interviennent? C'est-à-dire, il s'agit d'une classification. Donc, oui. classe, c'est quoi? Alors, quelles sont les classes? C'est en fonction de, certainement, c'est en fonction d'un certain nombre d'attributs. C'est ça Exactement, oui. qui Oui, oui. définissent le fonctionnement des régulateurs. Donc, il faut qu'on Voilà. ait Donc, il faut chercher les attributs qui caractérisent le régulateur. Je pense que c'est un problème de régression. oui. Hmm. Oui, Oui, en général, oui. c'est ça. Mais on peut aussi utiliser toutes les techniques, un réseau de neurones. C'est un petit peu l'objet des webinaires. Donc, Oui, je oui. reviens souvent Oui, oui. au réseau de neurones. Oui. OK, donc je pense on peut s'arrêter. Voilà, donc D'accord, oui. merci professeur, merci Amine. Donc vous avez le programme la prochaine fois. Merci à vous. Ouais. Ouais. Et Inch'Allah. puis bien sûr, Merci à vous, Monsieur marhaba, Adouet. marhaba, Merci à vous. professeur. Donc on aura le temps aussi mais je demande, je demande aux doctorants, aux étudiants, aux masters, etc., d'implémenter. Ici, on n'a pas encore présenté de code Python, mais il y a beaucoup de choses sur Internet. En général, les articles aujourd'hui, quand elles sont publiés Oui. avec le code qui est ouvert et qui est mis à la disposition de Oui. tout le monde. Voilà. OK, donc merci à tout le monde. Mais pour les nouveaux doctorants, je pense qu'il fallait, même si les programmes ils sont là, donc pour les nouveaux doctorants, ils doivent programmer quand même. C'est-à-dire pour Oui, apprendre, bien sûr, bien sûr. et Pour pour apprendre le comprendre langage les oui. techniques. Voilà. Et bien sûr, Il faut pas se baser sur ce qui est bien sûr. programmé. Non, bien sûr. Et Ouais. puis, il faut pas croire que le machine learning ou l'intelligence artificielle, c'est juste un programme qu'il faut écrire rapidement. C'est pas ça, c'est des mathématiques, c'est beaucoup de notions théoriques, mais utiles, très utiles et très passionnantes. Bien sûr, oui. D'accord, donc la prochaine fois, merci à tout le monde. D'accord. Inch'Allah. Merci, Merci à monsieur. vous. Allez, au revoir. Monsieur Ben Ali, c'est ça? Il est toujours là? Oui. D'accord. La question, vous vouliez. Oui? Oui, Science. premièrement, malheureusement, j'ai pas reçu mon attestation de la première. Oui, احنا غاديين دابا غادي petit J'ai à petit écrit. pour les attestations parce que le nombre est élevé Oui. et on les fait chez soi avec le Covid, donc la Covid, donc oui. Mais déjà les premiers ont reçu leur attestation, les autres ils vont les recevoir au fur et à D'accord. mesure. D'accord. D'accord, mon cher professeur. Deuxièmement,
vous aurez recevez, Inch'Allah, mon travail, Inch'Allah, pour que je puisse par- participer Présent. avec vous, Inch'Allah. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, j'encourage tout le monde à proposer. C'est ça l'intérêt des webinaires, c'est le fait que tout le monde contribue, fait l'effort, Voilà, partage des idées, quelles que soient ces bien idées. sûr. Il ne Ouais. faut pas attendre que je maîtrise. Bien sûr, je fais un effort pour. Mais la présentation, qu'est-ce qu'on est utile et qu'on a un échange. Et puis, ça nous pousse à aller travailler. Bien sûr, oui. Oui. D'accord, Donc, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, votre madame, madame Souad, s'il vous plaît. نعم نعم أستاذ. Est-ce que vous pouvez me donner votre email, madame? مرحبا oui. D'accord. Vous pouvez me donner? Oui, Waha, bien sûr, on est je sur vais le vous chat. l'envoyer. Ossad, je peux Si lui vous donner voulez. le mail, d'accord? Bon, allez, je vais vous envoyer sur le chat, comme ça vous Waha, l'aurez d'accord. ensemble. Oui. Ça, le mail de Ossad. D'accord. Ça, Donc, merci. cette occasion, elle est très, très importante. Il faut en profiter. Donc, on échange, on Bien discute. sûr. C'est important. Et même, c'est-à-dire, on peut faire des travaux, c'est-à-dire ensemble, surtout donc, sur les applications des réseaux de neurones. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est important. Ailleurs, quand vous prenez les travaux des gens aux États-Unis, vous trouvez souvent qu'il y ait des gens de partout dans un Oui. seul travail. Oui. C'est important, oui. C'est ça la recherche. Oui. Là, c'est ça la recherche. La recherche, c'est l'ouverture sur C'est le l'autre. partage, c'est oui. Bien sûr. Oui. C'est pas le cloisonnement. Non. Bien sûr. Qu'il y a autre chose, c'est que entre vous, les doctorants, essayez aussi de travailler ensemble, d'accord, et de comparer. Et quand quelqu'un trouve une solution, de la partager avec les autres. C'est l'esprit de l'ère dans laquelle nous vivons. L'open source, d'accord. Donc, même les données, vous les trouvez un peu partout. Les gens, ils mettent leurs algorithmes sur Internet, sur le GitHub ou la. Donc, c'est Voilà. le nouvel esprit. Et de l'autre part aussi, nous pouvons, c'est-à-dire appliquer c'est-à-dire sur des données que vous trouverez, par exemple. Oui. Pourquoi pas, oui. Oui, c'est ça. Donc, il y a un canal de données. Les données de Covid, au Maroc, on serait très intéressé par les avoirs. C'est bon, d'accord. D'accord, donc. Ça sera intéressant. Merci. On a analysé, mon cher professeur, les informations de COVID à partir de régression. D'accord, c'est intéressant, bien sûr. Donc, après. Donc, nous pouvons appliquer ces données sur le réseau compétitif, essayer les différentes variantes, comparer les résultats. Donc, ça sera important. On a utilisé dans le MATLAB. D'accord. Ah oui, sur MATLAB, oui, d'accord. D'accord. Laissez bien. Doucement, on va progresser ensemble. Inch'Allah. On commence, on débute et doucement, on va aller plus loin. D'accord. Que ce soit pour la Covid ou là pour par exemple le risque crédit ou les risques financiers ou les risques naturels ou l'intelligence artificielle aujourd'hui est partout. Et partout, exactement. Et aucun de nous ne peut toucher à tout ça en même temps. Mais en groupe, on peut échanger ou utiliser les travaux de certains dans le domaine d'application des autres. Donc la Covid, les gens ont fait des choses extraordinaires en Europe. D'ailleurs, la production des vaccins, il y a eu beaucoup de choses intéressantes en utilisant les graphes d'ailleurs. Les graphes ont été utilisés. Pourquoi? Parce qu'ils analysent les interactions entre les protéines, entre les molécules chimiques, etc. Et ils font des simulations. C'est grâce au GNN, au graph Neural Networks, qu'on a eu les vaccins rapidement.
Voilà, donc merci à tout le monde. Oui, dernièrement, je travaille sur les systèmes d'évaluation et la réalisation d'une cartographie sur les données PISA. Oui. Et à un moment donné, donc, il y a, c'est-à-dire l'application de Camis pour faire la classification. Ah, c'est ça. Alors, on peut Camis, utiliser les graphes, bien c'est-à-dire sûr. au lieu de Voilà. Camis, on Hmm. oui. Tester les graphes et comparer avec les autres approches. Exactement, exactement. Alors, on utilise aussi les graphes, le clustering, d'accord. Mhm. C'est aussi possible, la classification. Les, Mhm. les graphes, c'est juste comment je peux représenter les données dans un espace. Après, une fois que j'ai ces données, j'utilise un peu les couches vers la fin de traitement, soit par exemple une softmax pour comparer des graphes, soit j'utilise juste le produit entre deux nœuds pour voir est-ce qu'ils sont liés ou ne pas liés. Donc, la première partie, ce n'est que du embedding. Donc, la propagation, ce qu'a montré, c'est faire en sorte que le embedding de départ soit enrichi par la structure de graphe. Mais une fois qu'on converge, nous aurons des états internes, des états cachés ou des états internes, comme pour les LSTM, qui représentent les nœuds. Et donc, les états cachés, je fais le produit scalaire en 2 à 2. Ceux qui ont un produit positif veut dire qu'ils sont liés. Il y a une relation entre. Il y a une relation entre. Bien sûr, si je ne connais pas la relation, parce que si j'ignore la relation entre deux nœuds, il y a certains nœuds dont je connais déjà la relation, mais si j'ai une question sur la liaison entre deux nœuds, je peux faire le produit scalaire. Et je peux aussi prendre plusieurs graphes, les représenter, faire un pooling, etc., et combiner, etc., et compresser en quelque sorte, et compresser le premier graphe, compresser le deuxième graphe, et faire une comparaison entre les deux, un grand produit scalaire entre les deux vecteurs. Parce que je peux représenter tout le graphe par un vecteur, comme une image. Comme une image, avec CNN, etc. Et à la fin, j'ai un vecteur. Je peux avoir un vecteur. D'accord. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, on va faire un petit peu. Creuser. Voilà. Oui, c'est très intéressant. C'est le sujet le plus intéressant aujourd'hui en machine learning. Donc, c'est en 2020-2021, le sujet sur lequel tout le monde travaille, c'est les graphes. Il y a le cas au Bengio et leur compagnie, tout le monde travaille aujourd'hui sur les graphes parce que ils apportent des informations et les gens considèrent que ça va permettre de faire du raisonnement. Plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, raisonner comme un humain. Voilà, donc merci. On clôture. Merci à vous, professeur. D'accord. Allez, au revoir.